Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Au fil de ces échanges, vous découvrirez leur parcours, prendrez connaissance des défis qu'ils et elles rencontrent en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, ainsi que la philosophie qui guide chacun de leurs projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Oussama, bonjour, bienvenue aux Voix du terrain. Merci encore de votre participation. Comme vous savez, de maintenant bientôt un mois, on donne la parole aux dirigeants et dirigeantes du monde de la construction, de la rénovation du bâtiment pour les mettre en lumière, pour connaître leur parcours, leurs convictions et puis savoir quels sont les défis qu'ils rencontrent eux en tant que dirigeants, mais aussi leurs équipes au quotidien dans leurs activités. Donc, Oussama, encore une fois, bonjour et bienvenue. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre société, Archiconstruit, et puis bien sûr nous parler un petit peu de vous? Je vais me présenter moi d'abord parce que c'est un peu le parcours qui a fait que Archiconstruit soit là aujourd'hui. Donc, Oussama Kchaou, je suis architecte diplômé de l'école d'architecture de Versailles. J'ai également un diplôme de un diplôme universitaire en économie et droit de la construction Paris Assas. Et pendant mes études d'architecture, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs architectes, quasiment de tous les domaines de la construction, euh, pour et financer des études et ma formation professionnelle. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des architectes qui font du logement, des architectes qui font du bureau, des architectes qui font les monuments historiques, les architectes de la rénovation. Et donc après la fin de mes études, j'ai dû travailler dans l'expertise de la construction pour des raisons personnelles. Je devais absolument trouver un CDI et à l'époque, en 2011, en architecture, ce n'était pas évident de trouver un CDI. C'était un petit peu une crise. Et donc, on m'a proposé de travailler en tant qu'expert en assurance. C'était un peu une opportunité pour moi parce que d'un côté, j'avais un job qui était quand même dans le monde de la construction, mais qui me permettait d'avoir mon activité personnelle à côté. Donc, Mm. donc, dès que je finissais mes heures d'employé, ben, j'ouvrais mon ordinateur, j'ai commencé à avoir une activité d'architecte auto-entrepreneur. Et donc, géographiquement, je me suis intéressé petit à petit à la rénovation d'appartements parisiens. Euh, à savoir, le premier appart que j'ai rénové complètement, c'était un achat personnel. Et donc, j'ai des amis qui sont venus me visiter pendant le chantier et pendaison de crémaillère. Et le jour de la pendaison de crémaillère, il y a eu mon premier client qui m'a confié une rénovation clé en main de son appartement. En fait, pendant la fête, il m'a dit, mais en fait, j'ai visité un appartement cette semaine. Je me suis pas, enfin, il répondait quasiment à tous mes critères, mais je me suis pas positionné parce qu'il y a trop de travaux et ça me fait peur. Donc, si t'es capable de les réaliser, moi, je vais me positionner dessus. Je suis allé visiter avec lui. Il s'est positionné. On l'a réalisé le chantier. C'était mon premier chantier et ça s'est bien passé. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à en avoir plusieurs demandes parce que de toute façon, c'est comme ça que ça démarre. Donc jusque-là, j'étais un architecte qui chapeautait une équipe d'artisans. Et puis les artisans, ils ont commencé au fur et à mesure des chantiers à me confier beaucoup plus de choses. Donc au début, c'était la facturation, ensuite c'était même les devis. Et puis à un moment donné, j'étais avec eux sur le chantier jusqu'à très tard le soir en train de leur dire bon bah finis ce que tu as à faire, c'est moi qui va chez le fournisseur chercher ce qui manque. Et donc c'est là où je me suis dit bah maintenant il faut sauter le cap et créer Archiconstruit. Donc en 2017, Archiconstruit a été créé en réponse un peu à une demande parisienne de rénovation clé en main, où on a un architecte qui est toujours présent sur le chantier avec une équipe de spécialistes parce que c'est très important chez Archiconstruire. On n'a pas d'homme à tout faire. La piste ne fait pas l'électricité, l'électricien ne fait pas la plomberie.
C'est quelque chose qui manque beaucoup, donc chez les artisans en Île-de-France en tout cas. Et donc voilà, enfin on est une petite équipe entre des salariés et des auto-entrepreneurs aussi, hein, enfin puis aussi un cercle de sous-traitants très proches et avec lesquels on a des relations très particulières. Et donc Archi Construit, elle évolue depuis ce temps-là. Donc faut savoir que c'est un modèle qui existe ailleurs dans le monde. Donc c'est un modèle très anglo-saxon, ce qu'on appelle chez les Anglais on appelle ça le contract. Donc c'est l'entreprise qui est aussi le bureau d'études intégré. En France, on n'a même pas le droit de faire ça. On a ce qu'on appelle les architecteurs, mais on est obligé d'avoir deux structures. Euh, donc une structure pour l'architecture et une structure pour la exécution. Et donc voilà, ça, on est obligé de contourner un petit peu la réglementation pour arriver à un modèle qui fonctionne plutôt pas mal, et qui répond à une demande très spontanée des clients, parce que on est sur des marchés qui ne sont pas très importants. On n'a pas vraiment l'obligation d'avoir un marché donné à l'architecte, et puis avoir un seul interlocuteur, c'est un avantage sur ce type de projet. Et donc voilà, ça, on a commencé par l'appartement parisien, et aujourd'hui on touche un peu à tout ce qui pourrait se présenter donc géographiquement en Île-de-France. Donc ça va de la réno d'appart au restaurant, au bureau, commerce, à l'extension de pavillons, à la construction de pavillons. On est capable de répondre à cette question. Très bien. Merci beaucoup, Sama, pour cette introduction aussi bien de vous-même que d'Archiconstruit. C'est déjà très clair. Vous vous êtes, enfin, Archiconstruit, c'est votre bébé, hein, vous en faites partie. Archiconstruit fait partie de vous. Euh, Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans votre métier en tant qu'architecte, mais maintenant dirigeant au quotidien? Alors, ce qui m'anime personnellement, c'est d'abord la passion. C'est la passion du bâtiment, c'est la passion de de l'humain, enfin le contact avec l'humain aussi. On est en permanence en contact avec des gens qui vont se confier sur leur quotidien, que ce soit au travail ou en habitation, et qui vont avoir des demandes parfois un peu particulière, mais très mais très sincère. Et on sait très bien que ce qu'on va leur proposer, surtout à la conception, que ça va impacter leur vie. Quand on vient voir une personne qui a un appartement à Paris, qui va nous appeler pour nous dire je suis pas très bien là où je suis en train de travailler, parce que je suis obligé de me poser sur le plan de travail de ma cuisine pour faire mes cols, et je veux aménager un espace de télétravail. Cet aménagement, il va changer son habitude de vie tous les jours. En plus, ça va être un endroit où cette personne va passer sensiblement 5-6 heures par jour. Et c'est très, très important. Et on se rend compte tout de suite que ça, on est sur un impact très direct sur le comportement des gens plus tard, sur leur bonheur. Et puis, c'est aussi un avantage d'être dans un créneau de la vie de cette personne où elle est en train de construire quelque chose. Et c'est très, très, très important entre ma carrière aujourd'hui d'architecte constructeur et ma carrière d'expert en assurance. Je suis passé d'un moment de la vie des gens où ils sont sinistrés, et donc ils sont dans un état psychologique très fragile, et on voit tout de suite que on est dans un climat tendu et triste, à des gens qui sont en train de dépenser pour construire, pour embellir leur appartement, leur bureau, etc. et tout, et ils sont dans un mindset d'amélioration. Et donc il y a forcément de la joie, même si parfois il y a des imprévus sur un chantier, même si parfois ça peut être tendu sur un chantier, mais on est quand même dans une tendance assez agréable. Et voilà, et donc c'est ce qui me motive moi aujourd'hui, clairement dans ce métier. Vous apportez du positif, comme vous l'avez dit, de la joie aux gens. Absolument. Une belle mission. Et justement,
Oussama, qu'est-ce qui vous guide, vous, dans vos choix personnels? Est-ce que vous avez un principe fort ou une philosophie? On a entendu justement d'être là, d'avoir un impact direct dans la vie des gens, mais est-ce que derrière, vous avez, oui, une philosophie, des valeurs, des principes forts qui vous animent, qui vous guident? Un principe fort, clairement, c'est de mettre toujours l'intérêt du client avant tout. C'est de ne jamais enlever la casquette de l'architecte, même en étant entrepreneur sur un chantier, et de penser toujours à améliorer ce qu'on est en train de faire. On est toujours un métier où on apprend tous les jours, parfois on est même surpris parce qu'on pourrait apprendre. Parce que je vais peut-être vous raconter une anecdote qui s'est passée là sur un chantier qu'on est en train de réaliser en ce moment. Volontiers. On est sur un projet d'annexion de comble à un appartement. Et donc, j'ai proposé au client de faire pencher en OSB. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours parce que voilà, enfin, c'est l'OSB, on l'utilise vraiment que dans le cadre d'extension d'appartement entre guillemets. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait. Donc, il se trouve que l'OSB, moi, je vais le commander dans un comptoir. Je me pointe au comptoir, je dis, je veux de l'OSB. Il me dit, quelle épaisseur ça tu veux? Et on se sert en part. Après avoir livré la marchandise sur le chantier, on avait même commencé à poser. Il y a de la cliente qui m'appelle. Elle me dit, Oussama, il y a de l'OSB 1 sur le chantier c'est un plancher, donc il faut mettre de l'OSB 3. J'étais en train de prendre l'avion, je partais en congé et je me suis dit: «Non mais, il y a des types d'OSB». J'étais même pas au courant. Donc j'ai demandé à la cliente d'attendre, 5 minutes. Je vais chercher. En effet, il y a des types d'OSB. Je n'ai jamais eu plus de en plus de 12 ans d'expérience, je n'ai jamais eu à l'apprendre et je l'ai appris là. Et donc, bah, là, il y a deux positions à avoir, hein. Soit on peut faire le con et on se dit: «Non, non, il n'est pas question que je change ou de toute façon, voilà, enfin, c'est livré, je vais poser». Ou alors, on admet son erreur, on place et on part sur autre chose. Et moi, quand je disais: «J'enlèverai jamais l'intérêt du client, j'enlèverai jamais la casquette, de l'architecte sur un chantier», et j'ai reconnu mon erreur. J'étais même ravi d'apprendre quelque chose, surtout, voilà, enfin, il n'y a pas eu l'occasion de l'apprendre avant. De toute façon, même en étant architecte, voilà, que survoler, ce genre de questions, et on ne l'apprend que sur le tas. Et là, c'était l'occasion de l'apprendre. C'est très banal, mais c'est important. Et donc je pense que voilà, enfin, c'est un état d'esprit qu'il faut garder, tous les jours. Il faut rester, modeste, jamais prétendre qu'on connaît tout. Moi, j'ai eu vraiment aucun problème à admettre dans une réunion de chantier que je ne maîtrise pas ce sujet, mais laissez-moi le temps, je vais creuser. Et je creuse et je reviens avec les bonnes réponses. Et quand on creuse sérieusement. Valoriser aussi le savoir-faire des artisans. Quand on parle à un carreleur ou quand on parle à un plombier et que il propose quelque chose, ben, parfois l'artisan, il a beaucoup plus de recul et de savoir-faire technique, et factuel sur de la chose que, ce qu'on pourrait apprendre en 10 ans de dessin en agence d'archi. Bien sûr. Donc voilà, enfin c'est à peu près ça. C'est un métier où on a beaucoup d'échanges et il faut toujours être prêt à échanger et à modifier et à être flexible et être dans une gymnastique permanente, qui fait que voilà, le but, c'est quand même d'aboutir à un projet. On a une obligation de résultat. Ça, il faut toujours l'avoir en tête en tant que constructeur. C'est inscrit dans le code civil et il faut toujours avoir ça en tête. Et donc l'obligation de résultat, ça implique, la connaissance des normes, ça implique, une responsabilité, ça implique, une qualité, ça implique, maîtriser les règles de l'art. Et je pense que voilà, enfin, il faut surtout dire, bah,
prochain projet, il sera mieux. Et donc, sur ce projet, j'ai quand même appris des choses et il faut toujours le retenir. Se remettre en question, rester ouvert, hein, c'est ça. Top, top. Vous avez raconté cette anecdote, entre guillemets, ce chantier où vous avez appris qu'il y avait différents types d'OSB. Est-ce qu'il y a un autre chantier ou un autre projet récent qui vous a particulièrement marqué? Et pourquoi? Le projet qui m'a particulièrement marqué, ça serait une rénovation d'un appartement parisien. Et il m'a particulièrement marqué parce que c'est l'appartement où on a dû réunir le plus grand nombre de corps de métier sur une rénovation. Quand vous dites appartement parisien, juste pour être clair, est-ce qu'on parle d'appartement haussmannien? C'est un appartement haussmannien. D'accord. Comme ça, Alors, tout le monde visualise un peu. haussmannien, pas d'époque haussmannienne, mais d'architecture haussmannienne. D'accord. Il est situé dans le 16e arrondissement. C'est un bel appartement, il fait 120 mètres carrés. Et sur cet appart, on a vraiment creusé toutes les questions et on est même allé sur des questions sur lesquelles on n'a pas très souvent le cas de traiter. C'est la climatisation. Oui. C'est une question qui revient de plus en plus aujourd'hui dans la rénovation parisienne, malheureusement. Le réchauffement climatique est là et voilà. Et donc, on a réussi à poser une pompe à chaleur air dans cet appartement. On a changé des fenêtres parce que pour le coup, on est sur un appartement avec des façades classées. D'accord. Donc le remplacement des fenêtres devait se faire avec des fenêtres en bois en maintenant l'aspect visuel de ces fenêtres. Donc on est passé sur un double vitrage en bois et des questions. Enfin c'était un marché assez particulier à faire. On a eu deux ouvertures de murs porteurs sur l'appartement, un déplacement d'une porte intérieure. Enfin en gardant l'huisserie, c'est une porte double, donc c'était aussi assez particulier à faire, à maintenir, à réparer parce que c'est une vieille porte. Donc voilà, ça, on a eu également des moulures à refaire. Ça s'est fait sur site avec le staffeur qui est venu faire démoule des anciennes moulures et les répliquer sur place. Donc c'était un chantier très complet. Oui, pareil, excusez-moi, il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure. Merci. Le parquet, on avait une pièce qui était pas en parquet pendant gris. Donc on a dû faire un parquet sur mesure pour avoir une unité dans le parquet de tout l'appartement. Euh, voilà, beaucoup de sur-mesure, beaucoup de questions assez techniques, que ce soit l'ouverture des murs porteurs, que ce soit la pose de la clim, etc. et tout. Et finalement, on est parvenu à un résultat vraiment très joli et des clients qui sont très satisfaits. Puis voilà, enfin et on a réussi à vraiment améliorer le plan de l'appartement qui était vraiment pour le coup très mal foutu. Et on est aujourd'hui, on a un plan qui fait un chouïa et qui répond parfaitement à la demande du client. Donc je pense que c'est l'appartement qui m'aurait marqué le plus sur les 4 dernières années. D'accord, impressionnant. Vous avez dit aussi que c'est le chantier, le projet où vous aviez à rassembler le plus grand nombre de corps de métier, juste pour nous donner un ordre d'idée, à peu près combien? Une petite dizaine? Plus que ça, une quinzaine. Une quinzaine, d'accord, on comprend. On comprend aussi que si qu'avec ce type de projet, de chantier que vous avez au SAMA, vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez une obligation de résultat, mais on entend aussi un haut, entre guillemets, une obligation d'un haut niveau de qualité. Comment vous arrivez à assurer ce haut niveau de qualité? Parce qu'on connaît les défis du secteur, les délais, la main-d'œuvre, le coût, maintenant, par exemple, les différents types d'OCB. Comment vous arrivez à assurer ce niveau de qualité? Alors, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, nous, on est une entreprise où il n'y a pas d'homme à tout faire. On part du principe que touche à tout, bon à rien. Donc, tout le monde est spécialiste de son métier. Et je demande, pour le coup, à tous mes artisans ou mes sous-traitants, une qualité qu'on attend d'un professionnel, d'un vrai professionnel.
c'est sûr que si vous demandez au plaquiste de poser le carrelage, vous allez avoir un carrelage posé par un plaquiste. Quand vous demandez au carreleur de poser du carrelage, il va arriver avec son matériel de professionnel, avec un disque de carrelage en diamant de professionnel, avec une machine de découpe de professionnel, et il vous fera des angles en 45 degrés comme un professionnel. C'est ce qu'on attend, et c'est ce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, on essaie aussi de s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que de toute façon, il faut partir du budget du client et d'apporter une réponse adéquate au budget. Donc, il y a des réponses qui vont être adéquates à un budget qui est restreint. Quand le client, il vous dit, moi, j'ai X pour faire la rénovation de cet appartement, de toute façon, je passerai pas au-dessus parce que c'est un appartement que je vais mettre en location. Je vais pas vivre dedans, donc il me faut de l'entrée de gamme partout et je veux que ça. Mais c'était une réponse que j'aurais pu, enfin, que j'apportais quasiment systématiquement en début de carrière. Maintenant, soit on reste prisonnier de ça, et il y en a qui font beaucoup, alors, pour gagner leur vie, ben, ils sont obligés de faire de faire du volume. Soit on sort de ça, on va vers la qualité, et quand on va vers la qualité, bah, on va être obligé de aussi augmenter ses prix, augmenter les prix, augmenter les marges, prendre plus de temps, parce que quand on commande, par exemple, des basques sur mesure, ou on commande un meuble de salle de bain sur mesure, bah, ça prend plus de temps. Donc tout de suite, le temps entre le premier virement du client, pour le coup, le jour où on a fini de plaquer la salle de bain et on sait exactement quel encombrement on va avoir pour encastrer le meuble de salle de bain, parce que ça sera ça le jour où on va faire la commande du meuble de salle de bain, et le jour où le meuble va être livré, il va y avoir 8 semaines. Ces 8 semaines, bah, il faut, voilà, ça sera 8 semaines à attendre, pas faire autrement, pas décompresser, parce que sinon, bah, il faut aller chercher des plaques de MDF et faire le meuble par le menuisier qu'on a en équipe sur place. Là, on va se trouver avec des champs qui vont être peints avec un meuble peint, avec des champs qui vont être rigueux, avec des charnières qui viennent de chez la plateforme, et c'est pas du tout la même réponse. Donc aujourd'hui, monter en qualité, ça implique aussi monter en prix, en prix de vente, et monter en prix de vente, bah, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat qui suit. Aujourd'hui, nous, on a une philosophie qui essaie de démocratiser un petit peu la qualité aussi. D'accord. Vous allez nous en parler? Pourquoi vous faites ça? Oui. En gros, entre le besoin des clients qui a envie aujourd'hui, on a des clients qui vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur Pinterest, ils regardent des émissions de télé, ils arrivent avec une trentaine d'images et des envies. Et ce qu'on peut faire, remarquer que il y a une part de fourniture qui est quand même assez importante. Et puis, on a beaucoup de temps qu'on passe sur la fourniture et qu'on n'arrive pas forcément à tout réunir. Du coup, on a essayé de créer une entreprise, enfin une autre entreprise à côté de Archiconstruit qui s'appelle Norénov. C'est un showroom qui est destiné aux architectes. Où on est aux architectes, et puis bon, pas que, hein, aux architectes aujourd'hui particuliers aussi. Mais on l'a pensé vraiment comme un atelier où les gens, ils vont venir autour d'une table et ils vont avoir accès à une matériothèque de qualité. On essaie quand même de défendre un peu le pouvoir d'achat. Donc on est dans un endroit où on va trouver des vrais carreaux du vrai beige mat, il y a certaines de qualité, de la peinture de qualité, la peinture à effet. On peut faire personnaliser sans papier peint, sans se ruiner. On peut faire du parquet sur mesure sans se ruiner. On peut faire une cuisine qui répond à un besoin qui, même au-delà de ce qu'on trouve dans les grandes enseignes aujourd'hui, en proposant un prix plus bas, un plan de travail en granit avec un prix très compétitif. Donc, et donc, on essaie, donc c'est un showroom et c'est aussi un site de vente en ligne, et dans lequel on essaie de défendre le pouvoir d'achat des clients en proposant aussi non seulement de la qualité, mais aussi des produits avec des circuits courts, et beaucoup de, et beaucoup, et on essaie dans la mesure du possible de rester sur une fabrication
sur une fabrication européenne, pays frontalier. Donc, vraiment, on va pas au-delà du Portugal. Voilà, on n'a pas de produits qui proviennent de pays asiatiques pour aller droit au but. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est une autre façon d'essayer de répondre dans la mesure possible sur les attentes de clients en augmentant la qualité d'un produit. Justement, en parlant d'attente de clients, est-ce que vous avez remarqué une évolution de ce point de vue-là ces dernières années? Forcément. Alors, l'évolution, pas sur les attentes des clients, parce que de toute façon, le client, il attend toujours le chantier parfait. Le plus rapidement possible, voilà, et le moins cher possible, voilà. Donc ça, c'est une attente qui n'a jamais changé depuis la nuit des temps. Maintenant, aujourd'hui, il y a surtout des changements d'usage plus que changement d'attente de client. Aujourd'hui, le client, il attend quand on lui conçoit son appartement, est-ce qu'on pense tout de suite à une cuisine fonctionnelle parce que depuis que Covid est passé par là, tout le monde a découvert son talent pour la cuisine. Aujourd'hui, client ah bah, ouais, ouais. Aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat, donc on a des appartements qui sont forcément plus petits. Donc on est vraiment très encombré. Donc aujourd'hui, les clients, ils attendent systématiquement beaucoup de rangements. Ils attendent des rangements. Aujourd'hui, on essaie aussi de camoufler au maximum possible ces éléments, tout ce qui est built-in, donc tout ce qui est très caché, des boucles glissantes, etc. Et, on a aussi des attentes au niveau de la qualité éco-responsable de ces matériaux. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont regardants. Bon, attendez, moi le carrelage, je l'achèterai pourquoi je l'achèterais un carrelage qui vient d'Inde alors que pour 200 euros de plus, je vais avoir un carrelage italien. D'accord. Il y a une prise de conscience Voilà. de ce côté, quand même. Et puis, on voit aussi, hein, de toute façon, une baisse sur le prix, c'est une baisse de qualité aussi, hein, c'est une évidence. Donc voilà. Enfin, euh, donc on est sur des attentes forcément un peu plus modernes, hein, mais l'attente principale reste toujours quand même le meilleur rapport qualité. Entendu, entendu, Oussama. Donc, et du point de vue de vos grands défis à vous, que vous rencontrez dans votre activité, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, vraiment les grands défis, ou peut-être les gros points de douleur, on utilise aussi ce terme, ou les grands challenges, ceux qui sont là au quotidien et qui vous donnent parfois voilà, C'est retard. voilà, exactement. C'est drôle parce que j'en parlais hier soir avec un ami qui, lui, il est dans un bureau d'études, il fait du bureau. Et, et D'accord. je lui dis, euh, enfin, aujourd'hui, le plus gros défi, c'est la communication digitale pour D'accord. quelqu'un qui est comme nous. Il faut savoir qu'il y a eu 2 années assez difficiles, notamment en 2024. C'était une année particulièrement difficile pour des entrepreneurs qui sont en marché construit, ne comptent que sur leur réputation pour travailler. Nous, Bouche à oreille, aujourd'hui, c'est ça. voilà, on est sur zéro dépense en communication, en publicité. On fonctionne que par les recommandations d'anciens clients bouche à oreille. Et donc, quand la demande générale, elle baisse, on est les plus impactés. Mais d'un autre côté, on voit des gens qui travaillent et pour qui le business continue à tourner, sauf que eux, ils ont fait le choix de communiquer tout le temps. Mais Visible. Visibilité. et la visibilité, ils limite, ils ne font que ça. On voit tout de suite que quelqu'un qui est externe à tout ça, il va se dire, ah mais ils sont forcément meilleurs. Et on peut pas vouloir un client qui se dit, tant que ça communique, c'est mieux. De toute façon, c'est le rôle de la communication, c'est de surprendre des choses. Voilà. Et de moi, aujourd'hui, quand je regarde tous les chantiers qu'on a fait, j'ai même pas eu l'idée de faire passer un photographe derrière, faire de belles photos. Je n'ai même pas eu l'idée de poster des photos de chantier pendant la réalisation. Je n'en fais pas d'avant après, etc. et tout. Je pense que c'est vraiment très préjudiciable pour moi. Et,
Et voilà, enfin le site internet d'Archiconstruit il n'a pas été mis à jour depuis 2020, je crois, comme ça. Alors qu'on a de la matière, hein, si on veut, demain, on sait passer un photographe sur une dizaine de chantiers, on va avoir énormément de belles choses à montrer. On le fait pas et je pense que c'est quelque chose sur laquelle il va falloir enfin, qu'il va falloir creuser rapidement parce que c'est préjudiciable, notamment en période de baisse d'activité. Et on est, et je pense que c'est le plus gros challenge, qui, qui même relève de la survie d'entreprises et d'agences. D'accord. On vous entend, donc ça va, ce jeu-là. Justement, en parlant de digital, alors là, pas de présence digitale, mais le digital en général, les nouvelles technologies, voire l'IA, est-ce que vous l'avez déjà intégré, vous, par exemple, dans vos processus de travail, dans vos outils de travail ou dans votre manière de travailler? Alors, oui, pour aller directement à la réponse, mais je peux vous détailler quelque chose. Bien sûr. Moi, je fais partie de la génération qui a connu à la fois le Rotring et AutoCAD dans les agences d'archi. Donc, Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? en gros, moi, j'ai commencé à l'école d'archi de Versailles en 2002 et en 2003, j'ai eu mes premiers cours de d'informatique, donc ce qu'on appelle l'informatique en architecture, c'est dessin technique sur AutoCAD, sur ordi. Et j'étais dans une école d'archi qui était vraiment très tournée vers l'informatique. On avait des primes pour acheter des ordinateurs très haut de gamme, pas chers, et on avait des cours d'informatique très tôt, ce qui nous permettait de vendre un peu nos services aux agences d'archi en tant que dessinateur, hein. Et j'ai même dû travailler chez mes profs, hein, de l'école d'archi, où j'étais assis devant l'ordinateur à l'agence et j'avais mon prof qui était en train de m'expliquer ce qu'il veut dessiner parce que lui, pour le coup, il était à un âge qui ne lui permettait pas d'apprendre l'informatique, d'apprendre le dessin par ordinateur. Mais par ailleurs, techniquement, voilà, enfin, je peux pas dire du mal de mon prof, c'est des très très bons architectes mais qui ont dû fermer leurs agences en fin de carrière ou se faire aider sur leur dernier projet parce que on arrivait à un tournant où tu maîtrises, enfin tu nous fais un rendu en informatique avec des fichiers informatiques ou alors on fait le marché avec une autre agence. Donc et j'ai vu que ce passage-là, donc le passage au numérique en quelque sorte, a tué pas mal d'agences d'archi qui n'avaient pas de problème de qualité par ailleurs. Mmh. Et, c'était un avertisseur que j'ai toujours eu en permanence dans ma tête, où je me disais, ça c'est le premier tournant, il y en aura d'autres qui vont arriver et il y en aura de façon permanence, hein. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. Et donc, si je ne veux pas avoir le sort de ces architectes qui ont dû mettre la clé sous la porte forcée, alors qu'ils avaient peut-être encore quelques années devant eux, il faudrait que je me mette tout le temps à jour, avec. Mmh. Donc, il y a eu le BIM, et aujourd'hui, il y a forcément l'IA. Maintenant, l'IA, nous, entre les outils qu'on utilisait déjà, typiquement l'outil avec lequel on fait nos devis facturation, et on commençait à intégrer des modules IA dedans, ou l'IA générative, bah, c'est un abonnement chez Mistral, hein, pour participer. Euh, on reste, on est ouvert à ça. On a aussi un abonnement chez Canva, on a un abonnement sur un autre outillage, j'ai oublié le nom, qui me permet d'analyser les PLU D'accord. pour déposer un permis de construire. Il faut surtout rester attentif à l'IA, il faut pas qu'elle fasse le travail à notre place. C'est-à-dire, il faut toujours considérer que c'est un outil qui facilite les choses, puisque clairement, par exemple, un PLU à étudier pour un architecte, c'est au minimum 2 jours de lecture, et voire plus que ça, et quelques jours pour dessiner des coupes, des choses comme ça qui vont l'aider à expliquer le projet à un client et à faire une faisabilité pour éventuellement aller voir
des services d'urbanisme, l'IA, c'est 5 minutes. Alors, 5 minutes, vous avez un document exploitable, ben, moi, je conseillerais quand même de passer 1 heure ou 2 derrière à vérifier tout ce que le professeur va proposer et à aller vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence. Parce que j'en ai trouvé. Et ça, on le voit. Donc voilà. Je pense que il faut pas se fermer. C'est un outil qui est une aide très très précieuse, mais il faudrait peut-être essayer de limiter ça surtout sur des tâches chronophages. Enfin, de toute façon, essayer d'orienter vraiment ça sur les tâches où il n'y a pas d'apport de valeur. Tout à fait, tout à fait. Et puis garder en tête que derrière, au final, c'est toujours l'humain qui va contrôler, qui va vérifier que l'IA a fait, puisque l'IA n'est pas parfaite. On comprend parfaitement votre approche. Oussama, quels sont les objectifs d'Archi Construit à court, on va dire à moyen ou plus long terme en termes d'activité? On a entendu, voilà, vous parliez de développer, de réfléchir à être présent, à communiquer digitalement. En termes d'activité, en termes de clientèle, quels sont vos objectifs de développement par rapport à ça, d'expansion peut-être? En gros, alors on est en pleine structuration. Ça, c'est le cas de le dire. Archi construit aujourd'hui, en train de regrouper plusieurs petites entités en dessous, donc comme nous Rénov, mais on aura d'autres. On essaie vraiment de se développer dans ce sens-là. Et puis, géographiquement aussi, on essaie d'étendre un petit peu notre présence dans le sud de la France. D'accord. Deuxième. Aux Émirats, d'accord. Donc ça, le but à moyen terme, c'est d'avoir une présence vraiment réelle aux Émirats aussi. Donc voilà, former de plus en plus de collaborateurs qui pourraient être intéressés par un move derrière et d'avoir un peu le mindset d'archi construit, d'essayer de conserver cette âme et d'aller travailler avec ailleurs. Très bien, entendu. Dernière question, Sama, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre podcast. On a compris encore une fois que vous portiez Archi Construit en vous, hein, c'est très, très, très fort. Voilà, c'est vous, c'est votre passion, c'est vous. On a aussi eu la chance, le privilège que vous partagiez avec nous tout votre cursus, votre parcours. Aujourd'hui, s'il y avait un jeune qui venait vous voir, quel conseil vous lui donneriez s'il voulait se lancer dans le bâtiment, la rénovation, la construction? Conseil. Alors, déjà, ce que j'avais dit tout à l'heure, je commencerai par ce conseil. Alors, il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais travaillé qui va toujours être fier de l'accomplissement de ses études. À l'école, on ne fait que survoler les choses. On n'apprend que sur le terrain. Toujours, il faut pas se dire que j'ai fait une formation, bah, ça y est, là, j'ai acquis toute la science. La science, on sera jamais au courant de tout. Et deux, on continuera toujours à apprendre au fur et à mesure. Il y a toujours une marge d'amélioration. Il y a un grand architecte a dit un jour, mon meilleur projet, c'est le prochain. Et ça, c'est un dicton qu'il faut toujours avoir en tête et il faut toujours se dire, il y a toujours une marge d'amélioration et je pourrais toujours m'améliorer. Donc ça, c'est un premier conseil. Deux, c'est de rester humble et de se dire, même le petit ouvrier qui ne fait que de la logistique sur un chantier pourrait avoir une idée très brillante à laquelle je n'ai pas pensé. Je peux vous dire que en quelques années d'expérience, j'ai eu le cas plusieurs fois où, voilà, faut pas se fermer, faut pas se dire, mais qu'est-ce qu'il connaît lui? Écoutez ce qu'il a à dire. Parfois, même s'il dit une bêtise, ça vous prévient de ce que vous aurez pu peut-être faire sans s'en rendre compte. Donc, ou à la limite d'être alerté sur un piège dans lequel d'autres auraient pu tomber et en gros, vous dites à tout le monde, mais faites tout sauf ça. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, on a un métier passionnant, il faut avoir de la passion pour le faire. Si on cherche juste à s'enrichir, change de métier. Je dis pas qu'il y a pas d'argent à se faire dans le bâtiment. Et en tout cas, on n'est pas des influenceurs non plus.
du travail derrière. Exactement. C'est Entendu. Sama, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.